Maintenant, on va passer à la deuxième partie du statut du parlementaire, donc sa protection, les protections qui sont établies par l'article 58 et 59 de la Constitution pour ce qui est des entités fédérées, 120, non, pour le fédéral, 120 pour ce qui est des entités fédérées. Commence par l'article 58, c'est la protection absolue du parlementaire. Donc, la protection absolue du parlementaire, ça trouve son origine dans le Bill of Rights de 1686. Ça s'analyse comme une protection qui est aussi bien civile que pénale, voire même disciplinaire, pour les votes et expressions émises au sein dans l'exercice des fonctions du parlementaire. Et donc c'est une liberté de tribune, si on veut, hein, un freedom of speech, mais ça ne recouvre pas les voies de fait ou les coups et blessures du parlementaire. On va commencer par analyser des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc deux. On a en premier cas en 2003 avec A contre Royaume-Uni, où on avait Madame A qui s'était fait insulter euh, lors d'un débat parlementaire par un député qui avait dit qu'elle vendait de la drogue et que ses enfants c'était des vandales, lui avait donné son adresse, enfin quand même des choses d'une gravité certaine, mais elle s'était fait refuser ses actions parce que était protégée par l'immunité absolue, le parlementaire, et donc elle a fait un recours à la Cour européenne des droits de l'homme sur violation de l'article 6, paragraphe 1, donc le droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial. La Cour a rejeté, enfin, ou a dit qu'il n'y avait pas d'ingérence, puisque, euh, puisque ça faisait partie de la marche nationale d'appréciation du droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial, si on avait une immunité parlementaire absolue, oui ou non. Par contre, dans une deuxième affaire, où c'est Cordova contre Italie, Cordova 1 et 2, puisqu'il vient deux fois, effectivement, c'est un procureur italien qui se fait insulter en premier temps au cours par un courrier par le président, et puis une deuxième fois par un parlementaire au sein d'une réunion électorale. Et ici, la Cour européenne décide que l'immunité parlementaire n'avait pas à agir, n'avait pas à avoir un effet, puisque ça n'était pas dans le cadre des fonctions parlementaires, mais hors, puisque c'était des courriers et des réunions électorales. Et que ça s'analysait beaucoup plus comme une querelle entre particuliers, que donc était, euh, et donc a condamné l'Italie pour ne pas lui avoir donné un recours et l'accès à un juge. Et après ça, on a, euh, la question de est-ce qu'il y a des effets directs et diffus? Est-ce qu'il y a un effet direct et aussi un effet diffus à cet article 58? Et donc c'est la position de la Cour constitutionnelle dans l'arrêt 10-2001, celui qu'on a déjà vu dans la leçon 1, qui, euh, qui répondait à un recours en annulation du Vlaams-Blok contre la loi, l'article 15 ter de la loi du 4 juillet 1989, c'est ça, où ils avaient déjà dit que l'immunité parlementaire c'était une des réserves, une des manières restrictives dont on doit analyser cette loi. Hein. Et donc dans l'idée de la Cour constitutionnelle, c'est qu'il y a cet effet direct qui protège le parlementaire, mais aussi cet effet diffus qui protège tous les tiers des actes, des opinions et votes émis par le parlementaire. Et ça n'est pas la position qu'a pris la Cour d'appel de Bruxelles le 28 juillet 2005, où eux ils disent qu'il y a un effet direct, mais par contre, on ne peut pas considérer que est rendu irresponsable l'État belge pour ces actes. À total critique en disant non, parce que ce que la Cour
d'appel fait, en réalité, elle énerve l'indépendance du parlementaire, mais aussi elle fait une dissociation artificielle entre l'État belge et le Parlement, qui ne peut juste pas être fait. Effectivement, cet arrêt a été cassé le 1er juin 2006, et là, la Cour de cassation affirme, dans la même lignée que l'arrêt de A contre Royaume-Uni, qu'on peut effectivement l'immunité parlementaire, ça n'est pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge. Et enfin, ils ont cassé le truc en disant qu'on peut avoir un effet diffus à cet acte. Il y a encore la question qui se pose avec Van Rossum, qui avait au sein d'une présentation faite par le roi, a crié Vive la République. Alors, il n'y a fait aucun doute qu'il était protégé par l'article 58 de la Constitution, parce que c'était dans le cadre de ses fonctions de député, et c'était une opinion qu'il exprimait. Mais est-ce que le président de son assemblée, qui dispose d'un pouvoir de police et qui peut en conséquent prendre les mesures nécessaires et utiles pour garantir le déroulement normal des séances, pouvait-il l'enfermer dans son bureau momentanément? Tonal considère que c'est exagéré, que c'est disproportionné. Et puis on passe à la protection relative. La protection relative, elle est consacrée par l'article 59 de la Constitution. Et là, il faut faire différence en deux temps, le régime avant 1997, le régime après 1997. On commence par avant. Et là, on avait un système où il fallait demander une autorisation préalable pour les poursuites ainsi que pour des arrestations. Mais le système n'était pas extrêmement clair. On ne savait pas les limites de l'action des autorités judiciaires dans leur enquête n'étaient pas clairement définies. Donc, ils pouvaient effectivement commencer l'information et prendre des mesures utiles à leur enquête, mais ils ne pouvaient pas faire de citations directes ni faire de réquisitions sans autorisation préalable de l'Assemblée. Et sauf pour ce qui est des perquisitions, on pouvait sans autorisation préalable de l'Assemblée, comme dit dans l'arrêt du 30 septembre 1992, et c'est bien 1992, pas 2002 comme c'est écrit dans le précis de la Cour de cassation, où on affirme que si c'est pour un tiers, que c'est des perquisitions qui sont relevantes à une affaire qui n'intéresse que des tiers, dans ce cas, on peut le faire. Mais oui, il faut encore préciser qu'on pouvait faire des réquisitions s'il y avait des délits flagrants, et de même, on peut arrêter et faire des poursuites s'il y a ces flagrants délits plutôt. Dans ces deux cas, alors c'est des exceptions à ces règles de protection relative. Mais le problème du fait que c'était pas clairement défini jusqu'où va l'action des autorités judiciaires, c'est que souvent ils demandaient extrêmement tôt l'autorisation. Parce qu'il y avait plusieurs problèmes. De un, ça portait déjà automatiquement atteinte à la réputation du parlementaire, mais aussi ils n'avaient pas vraiment assez d'éléments à leur disposition pour convaincre l'Assemblée de lever l'immunité. Et donc, ça mettait aussi l'Assemblée dans une situation un peu particulière, parce que soit elle devait faire finalement aveuglement confiance au pouvoir judiciaire, mais dans ce cas l'immunité ne sert à rien, son intervention est même inutile, ou soit elle doit commencer à s'ériger en véritable juridiction et enquêter elle-même, et ça n'est pas ça non plus. Ce qu'il faut noter encore, c'est que la ratio legis derrière l'article 59, ça n'est pas la protection du parlementaire lui-même, mais bien la protection du bon fonctionnement de l'Assemblée. Ça a été affirmé par l'Assemblée dans l'affaire qui concerne de nouveau Van Rossem, où il s'était vu poursuivre, mais il avait demandé la levée de l'immunité pour qu'il puisse mieux lui-même préparer sa défense.
Et l'Assemblée lui a refusé ça en disant non, les règles elles sont là pour nous protéger, nous, et pas toi. Et puis on a donc réformé le système en 1997. La première question qui vient, c'est à partir de quand jouit-on de la protection? Alors on sait que c'est en session et pas hors, et donc on le voit encore, Van Rossem, euh, qui lui c'était entre sessions, donc pendant les vacances parlementaires, donc il bénéficiait pas. Mais on a ordonné, donc l'Assemblée a encore la possibilité d'ordonner la suspension à la majorité ordinaire des poursuites ou de la détention, et ils ont annulé la détention ici, enfin suspendu la détention pour Van Rossem. Mais à partir de quand? Est-ce que c'est dans une logique avec les incompatibilités à la prestation du serment, ou est-ce que c'est aux élections patronales? C'est les élections, c'est à partir de là que l'autre mérite d'être protégé, et c'est plutôt logique, puisqu'effectivement, si la ratio legis c'est de protéger le Parlement, on ne voit pas vraiment, si on vient empêcher, commencer toute des arrestations ou des poursuites à quelqu'un qui va bientôt devenir parlementaire, il est évident que ça met déjà en mal, que ça va mettre en futur en mal le bon fonctionnement de l'Assemblée parlementaire, sauf évidemment si effectivement il est frappé d'incompatibilité et finalement il ne choisirait pas de, de siéger dans l'Assemblée. Et dans le système 1997, il faut distinguer 3 cas. Les actes d'information et d'instruction peuvent être librement faits par les autorités judiciaires actuellement, sauf pour ce qui est des actes de contrainte qui doivent être autorisés par un juge d'instruction, des actes attentatoires à la liberté. Ceux-là, ils ont besoin d'être ordonnés par le premier président de la Cour d'appel, et il faut informer le président de l'Assemblée de telles contraintes. Si c'est des saisies ou des visites, non, des perquisitions chez le député lui-même, dans son domicile, dans ce cas, il faut la présence du président de l'Assemblée ou d'un membre de l'Assemblée qu'il désigne. Et puis il y a le troisième cas, et de nouveau il y a l'exception du flagrant délit. S'il y a flagrant délit, dans ce cas on n'a pas besoin d'informer le président de l'Assemblée. Et si on a le troisième cas, c'est les arrestations ainsi que la citation directe. Alors l'arrestation, on veut dire l'arrestation judiciaire et pas l'arrestation administrative, ni l'arrestation suite à une condamnation pénale. Et pour cela, il faut l'autorisation préalable de l'Assemblée, encore toujours, sauf flagrant délit. La Cour de cassation définit le flagrant délit comme le délit qui est actuel et qui est évident. Mais donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si les autorités judiciaires décident de traîner, enfin pour quelconque raison, le délit n'est plus flagrant, et donc ça n'est plus possible. Finalement, on a eu l'affaire Moirot qui a suscité plusieurs polémiques. C'était est-ce que l'autorisation de l'Assemblée vaut ad vitam aeternam? Et il y a 3 arguments qui vont dans le sens contraire. Pour Attendal, c'est donc c'est que le fait que les poursuites durent, traînent, c'est un indice du caractère arbitraire de ces poursuites éventuellement, et donc l'Assemblée peut vouloir prendre en compte cela pour finalement refuser l'autorisation. De deux, il faut prendre en compte de nouveau la ratio legis, c'est le fait que ça protège l'Assemblée. Et puis il y a l'argument texte, c'est que l'article parle de session. Et donc c'est entre chaque session qu'il faut, il y a une sorte de corrélation étroite entre le droit et les sessions. Il faut pour chaque session une autorisation. Certainement, de même, entre plusieurs législatures, il faut aussi des nouvelles autorisations. Et c'est ce qui a été fait par les autorités judiciaires. Il faut éventuellement,
la procureure générale avait demandé avait écrit à l'Assemblée et leur avait demandé ce qu'ils en pensaient. Enfin, le président a répondu que c'était aux autorités judiciaires de trancher cette question-là. Et Attendal, il était très critique de la procureure générale. Ça, c'est quand même un peu bizarre. On voit pas vraiment pourquoi elle pourrait pas demander et poser une question. Enfin, poser une question d'interprétation au législateur, ça paraît. C'est peut-être genre pas prévu ou quoi, mais ça paraît quand même assez cohérent et logique. Enfin. Et donc, on a opté pour ça. Et puis, il y a une autre question qui se pose, c'est à partir de quand faut-il demander une autorisation à l'Assemblée? À quel moment exactement? Et l'Assemblée lui-même a répondu à ça en disant que c'était à la fin de l'instruction et avant le renvoi devant les juridictions d'instruction. Mais pour Atona, cette solution n'est pas satisfaisante pour plusieurs raisons. Il te dit, dans un premier temps, ça met en mal les droits de la défense, parce que si l'Assemblée ordonne la levée de l'immunité, il est peu probable que la juridiction d'instruction fasse une ordonnance de non-lieu, et donc en toute probabilité va renvoyer devant les juridictions de jugement. De même, l'Assemblée n'agit pas en pleine connaissance de cause parce qu'elle n'a que l'accès du juge d'instruction, elle n'a pas encore la décision des juridictions d'instruction. Et puis il faut faire une comparaison avec le système de l'immunité relative des ministres en matière pénale, où là, il faut une autorisation pour les réquisitions de règlement de la procédure. Or, ça n'est pas précisé dans le statut du parlementaire. En conséquent, il faudrait assumer qu'à contrario, ces actes-là sont autorisés pour le parlementaire, que donc c'est bien que c'est pas cette solution-là qu'il faut retenir. Et c'est effectivement pas la solution qui est en vigueur, puisque l'autorisation doit être demandée avant le renvoi devant les juridictions de jugement. Il y a encore une possibilité aussi pour le parlementaire concerné de demander la levée de la suspension des poursuites ou de l'arrestation à son assemblée, de l'ordonner, mais pour ce faire, il faut qu'il obtienne 2/3 des voix. Et si c'est en vacances parlementaires ou entre des législatures, dans ce cas, ils le font à la majorité ordinaire, ils peuvent ordonner la suspension. Et voilà. Mais ce système a toujours des nombreux inconvénients. Et encore et toujours, l'ancienne critique qui reste du fait qu'il continue à être... l'Assemblée continue à jouer un rôle de soit elle doit jouer un rôle de juridiction, ou alors son intervention est inutile parce qu'elle doit avoir confiance dans les actions des juridictions, dans l'enquête judiciaire. Puis il y a aussi une présomption de culpabilité en certains sens, au plus long dure la procédure. Or, si il faut partir du principe le pouvoir va être fait des recherches arbitraires, et donc il va essayer de faire traîner les affaires. Puis, le parlementaire ne va jamais demander, ou presque jamais demander la levée de suspension, parce qu'il doit obtenir la majorité des 2/3, c'est très sévère, et il est probable que ses adversaires politiques vont juste le voter contre, uniquement sur leur concurrence politique. Et puis quoi Ah oui, et la charge de la preuve réside, du caractère arbitraire des poursuites qui réside entièrement sur qui lui incombe. Donc il sera probablement incapable de démontrer ça. Et puis, il y a le fait que les instructions elles-mêmes, ça gêne déjà le bon fonctionnement des institutions. Alors,
On a aussi le régime de protection relative par rapport aux entités fédérées, mutatis mutandis. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est parlementaire de plusieurs assemblées en même temps? Dans ce cas, il faut obtenir l'autorisation de toutes les assemblées. Et s'il y a enfin, si l'action est divisible en quelque sorte, et qu'il y en a un qui donne l'autorisation sur les deux parties et l'une que sur la première partie, ben dans ce cas, on peut que l'exercer sur ce qui a été autorisé. Et encore faut-il faire la remarque que Tundal a fait au cours, qu'on peut se poser la question s'il n'y a pas, si la jurisprudence de la responsabilité des pouvoirs publics, notamment pour la carence législative, ça n'est pas contraire finalement à cet article 58 de la Constitution, puisque d'une certaine façon ça sanctionne l'État, enfin l'État, oui, ça sanctionne l'État belge, pour les votes exprimés par les parlementaires, ou plutôt les votes non exprimés par les parlementaires. Et alors on sait qu'il y a en effet diffus de cette protection parlementaire.